Bonjour, bienvenue dans un nouveau débat d'idées avec aujourd'hui une table ronde sur le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, c'est un phénomène de fond qui est en accélération. Le phénomène pose des questions spécifiques, mais il offre aussi des opportunités. D'ailleurs, on parle de silver economy. Pour en débattre aujourd'hui, deux spécialistes, Olivier Cassé. Il est gérant action ISR chez Generali Investment, et puis Hervé Lebras, historien, démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Hervé, bonjour. Bonjour. Olivier, bonjour. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour démarrer, on parle beaucoup du vieillissement de la population. Est-ce qu'on peut, c'est une réalité, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on a quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur aux auditeurs? Oui. D'abord, ce qu'on appelle vieillissement de la population, c'est l'augmentation de la proportion de personnes âgées. Elles étaient en France, elles représentaient 15% de la population il y a une vingtaine d'années. Elles sont maintenant 20% et selon les prévisions de l'INSEE, elles seront 26% en 2040. Mais ce qui est important de voir, c'est que parmi elles, les personnes plus âgées, les plus de 75 ans, vont augmenter plus rapidement en proportion. Elles sont actuellement à peu près 9%. Elles seront 16% en 2040. La limite d'âge pour une personne âgée, c'est quoi, 60, 65 ans? On a beaucoup hésité. Dans les années 1950, par exemple dans les écrits d'Alfred Sauvy, une personne de plus de 60 ans était qualifiée de vieillard. Maintenant, ça a un peu changé. Ça a beaucoup changé. Et de plus en plus, on a tendance, étant donné que l'état de santé des personnes âgées s'améliore, on a tendance à regarder surtout ce qui est après 75 ans. Après 65 ans, ça concerne les retraites. Mais en question de santé, c'est après 75 ans. Alors, Olivier Cassé, vous gérez un fonds consacré au vieillissement de la population, c'est le GIS SRI Aging Population. Le vieillissement de la population, ça impacte beaucoup de secteurs, la santé, les croisières, les voyages, les maisons de retraite, le luxe. On a l'impression qu'on trouve un peu de tout dans un fonds vieillissement de la population. Oui, c'est vrai que lorsqu'on a lancé ce fonds il y a 3 ans maintenant, on s'est beaucoup documenté pour essayer d'identifier les catégories de produits et de services qui allaient bénéficier de cette tendance du vieillissement de la population. Et nous, on a identifié 3 grandes catégories de produits. D'abord, tout ce qui est lié à la santé, bien évidemment. Les personnes âgées ont un coût de santé qui est grandissant selon l'âge de la personne. Tout ce qui est lié à l'épargne retraite, notamment on sait bien que le système par répartition qu'on connaît dans nos pays développés va être sous pression et déjà sous pression actuellement. Donc ça veut dire qu'en amont, les ménages, les particuliers vont être incités à épargner pour préparer leur retraite. Et puis, dernière grande catégorie, vraiment au sens large, comme vous le disiez, tout ce qui est lié à la consommation. Donc là, on retrouve bien évidemment du voyage, du loisir, du camping-car, de la maison de retraite. Donc c'est un segment très très large, tout à fait. Le focus géographique de votre fonds, c'est un fonds mondial, action européenne, action zone euro? C'est un fonds dans lequel on investit en grande majorité sur les sociétés européennes. Le terrain de jeu est large. Comment on identifie, en tous les cas, vous en tant que gérant, comment vous faites pour identifier les opportunités? Pour nous, ce qui est très important, c'est que la thématique et le vieillissement de la population soit le principal facteur de croissance des entreprises dans lesquelles on investit. Pour nous, c'est quelque chose de capital. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir démontrer qu'à horizon 3 ou 5 ans, la dynamique de chiffre d'affaires, la dynamique de résultat de l'entreprise est clairement dopée par le vieillissement de la population. Et donc les sociétés dans lesquelles on investit, plus précisément, pour parler en termes réels, offrent une solution à cette population de seniors, soit, comme je le disais, liée à la consommation, liée à l'épargne retraite ou liée à la santé. Alors, c'est un de vous deux qui évoquiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de questions sur l'avenir des régimes de retraite par répartition. On a l'impression qu'à l'avenir, ces régimes seront moins généreux. On aura de plus en plus de personnes âgées. On a un vrai vieillissement de la population. Mais est-ce qu'on n'aura pas de plus en plus de vieux pauvres ou de pauvres vieux? C'est ce on craint cela depuis, au fond, plus de 20 ans, depuis les lois Seguin qui ont commencé, au fond, à essayer de limer les retraites celles des personnes âgées. Mais beaucoup de phénomènes contraires ont permis à ces retraites de rester assez généreuses en France. D'abord et surtout aux revenus des retraités de rester pratiquement aussi importants que les revenus des actifs depuis une vingtaine d'années. Notamment, le patrimoine des personnes âgées a beaucoup augmenté. Et puis, une chose qu'on voit moins souvent, c'est que les personnes âgées, c'est des hommes et des femmes. Or, jusqu'en 1990, les femmes
avaient peu travaillé. La population féminine était active à moins de 50% dans les années 60. Et puis, elles sont entrées de plus en plus. Maintenant, 85% des femmes travaillent. Donc, celles qui arrivent à la retraite, eh bien, elles ont une retraite. Et comme beaucoup de retraités sont en couple, en fait, par individu, le niveau de retraite s'est conservé et se conservera dans l'avenir. Donc ça reste une population, c'est une population qui va rester solvable, Olivier. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si on prend l'exemple français, on a une situation un petit peu ubuesque, mais le revenu médian des retraités en France est supérieur au revenu médian de la population active. Et juste pour illustrer ces propos, dans les entreprises dans lesquelles on investit, on voit assez clairement que, quand je disais tout à l'heure que l'activité est dopée par le vieillissement de la population, c'est surtout du volume qu'on voit. Hein. Hervé parlait de la croissance de la population des seniors actuels et à venir. Donc les sociétés dans lesquelles on investit, on voit un vrai effet positif sur le volume et parfois un peu moins sur les prix. Et notamment quand on parle du secteur de la santé, hein, on sait bien que les systèmes de santé sont également sous pression face à ce phénomène démographique. Et donc les prix peuvent être un peu sous pression. Mais globalement, quand on fait la somme du prix et des volumes, on est en présence de sociétés, quand elles offrent une solution à cette population-là, on est en présence de sociétés qui sont en croissance assez sensible sur les prochaines années. Olivier, pour présenter ce fonds Aging Population, vous nous disiez trois gisements, la santé, l'épargne retraite, la consommation. Qu'est-ce qu'on ne met pas dans un fonds vieillissement de la population? Qu'est-ce qu'on ne met pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour nous, il est important d'investir dans des entreprises dont le principal ou l'un des principaux facteurs de croissance est lié au vieillissement de la population. Donc, tout ce qui n'est pas lié au vieillissement de la population sera exclu de nos investissements. On va retrouver par exemple tout ce qui est lié à l'énergie, tout ce qui est lié à la chimie, à la production d'électricité, voire à de la banque. Donc, pour nous, vraiment, c'est essentiel de rester sur notre périmètre, sur notre univers d'investissement, en allant sur des sociétés qui offrent une vraie solution par rapport aux défis démographiques du vieillissement de la population. Donc, il y a quelques secteurs qui ne sont pas exclus, mais sur lesquels vous n'avez pas de raison objective d'investir, donc l'industrie de la finance, le secteur de l'énergie. Votre fonds a un scope géographique précis. Pourquoi ne pas investir aussi sur des valeurs liées aux pays émergents, puisque on l'évoquait tout à l'heure, il y a un potentiel. Ouais. C'est vrai que le phénomène du vieillissement de la population est un phénomène vraiment mondial. Alors on a décidé de se concentrer sur les sociétés européennes parce que, et déjà on l'a en tête, hein, l'Europe qu'on appelle le vieux continent, c'est pas sans raison. Hervé parlait du phénomène démographique en Europe. On est un continent qui est âgé et donc c'est en Europe qu'on a des entreprises qui ont développé une vraie expertise, un vrai savoir-faire justement pour adresser cette population âgée et qu'elles vont exporter à l'international. Et ça, c'est aussi bien vrai dans les pays émergents qu'aux États-Unis, en Amérique latine. Donc, on investit certes sur des sociétés européennes, mais ces sociétés-là sont bien positionnées pour bénéficier... Ce sont des acteurs mondiaux. Exactement, et pour bénéficier globalement, en effet, du phénomène du vieillissement de la population. Hervé Lebras, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le vieillissement de la population dans les marchés émergents? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur les marchés développés. Est-ce que le phénomène est aussi sensible sur ces marchés émergents? Actuellement, la proportion de personnes âgées n'est pas très importante. Si on prend les vrais émergents, les BRIC, cette proportion est de 10% en Chine, en Russie, contre 20%, au Brésil, contre 20% dans la plupart des pays européens. Mais elle va croître très rapidement. En 2040, la Chine aura pratiquement rejoint l'Europe en termes de vieillissement. La Russie aussi, s'ils arrivent à maîtriser leur très forte mortalité, parce que la raison pour laquelle les Russes ont peu de personnes âgées, c'est que l'espérance de vie des Russes et des hommes russes est de 60 ans seulement, comme nous dans les années 1930. Donc s'ils font des progrès, eux aussi, comme les Chinois et comme les Brésiliens seront à 25%. Il n'y a que les Indiens qui ont un petit retard, qui seront à 15% en 2040, mais dans tous les cas, l'augmentation de la proportion de personnes âgées aura été et sera beaucoup plus rapide que ce qu'elle a été dans les pays européens. Olivier, vous gérez un fonds qui s'appelle Aging Population, mais il y a le petit terme SRI devant, ouais. ISR, investissement socialement responsable. On peut en dire quelques mots. En quoi c'est un filtre supplémentaire pour vous en tant que gérant? Oui, c'est un fonds ISR, donc investissement socialement responsable. L'idée, c'est d'aller investir dans des sociétés qui ont des bonnes
voir les meilleures pratiques liées à ce qu'on appelle l'ESG, donc l'environnement, le social ou la gouvernance. L'ISR, c'est pas nouveau. Hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, ça fait plus de 20 ans que je connais des fonds ISR. Mais on est véritablement à un point d'inflexion depuis quelques mois, depuis 18 mois, aussi bien sur une clientèle institutionnelle. Hein. C'est vrai qu'on a eu notamment en France la directive 173 qui impose un reporting et notamment donc des investissements sur l'ISR à des acteurs institutionnels, mais également pour une clientèle de particuliers. Et là, je pense qu'on est beaucoup plus, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un phénomène de mode, je pense qu'on est beaucoup plus dans un phénomène également de société. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on veut manger plus sainement, plus bio, on veut conduire plus propre. Et je pense que la tendance est un petit peu la même dans nos investissements. On veut investir de façon plus responsable. Hervé, vous, en tant qu'observateur, en tant que démographe et historien, l'ISR, c'est un phénomène que vous observez ou vous pensez que c'est un phénomène de mode ? Non, c'est plus qu'un phénomène de mode. Olivier l'a dit, c'est lié à une montée en puissance très importante du bio, à l'inquiétude que la population a de plus en plus face au changement climatique. On le voit que même maintenant, tout récemment, le parti écologiste en Allemagne a fait des scores absolument records. Donc là, on a tout un faisceau de causes qui va aller, à mon avis, en s'amplifiant. Ensuite, est-ce que les personnes âgées, c'est-à-dire la clientèle, est sensible à l'ISR ? C'est peut-être un peu plus problématique parce qu'il y a au fond des types d'épargne qui dépendent beaucoup de l'âge. C'est-à-dire, disons, grosso modo, c'est entre 50 et 60 ans qu'on épargne le plus parce qu'on voit arriver la retraite. Et puis de 60 à 70 ans, on épargne peu. Et puis après 70 ans, et je crois que ça c'est la question de la santé, on recommence à épargner parce qu'on se dit, si nous arrive un coup dur, si nous arrive de la dépendance, il faut qu'on ait une réserve. Olivier, ce fonds n'est pas destiné aux investisseurs de la âgés. Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que notamment quand on regarde, et là on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur le patrimoine et les revenus par grande catégorie d'âge, on sait bien que la population la plus âgée a un certain patrimoine et donc en effet, comme le disait Hervé, c'est une population qui a tendance aussi à épargner quand elle peut le faire. Donc on ne s'intéresse pas forcément, on n'est pas focalisé sur ce type de clientèle, mais après ce qui est assez marrant aussi pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur les phénomènes de société, on a aussi une clientèle de particuliers âgés qui pense à ses enfants, à ses petits-enfants et c'est comme ça qu'en effet, même dans leurs investissements, ils se disent voilà, je veux un investissement responsable sur l'environnement et sur le social. Donc même si c'est vrai que c'est un changement d'esprit pour ces personnes-là, c'est fait au regard également d'un phénomène de génération et démographique. Olivier, sur cet aspect ISR, est-ce qu'on peut illustrer par un exemple concret, un exemple de valeur que vous avez en portefeuille et qui illustre ce que vous appréciez en matière de responsabilité sociétale. Et puis, alors ça, souvent, les gérants sont moins à l'aise. Un contre-exemple, une valeur dont vous dites, c'est peut-être bien au niveau boursier, mais ce n'est pas pour nous. Ouais. Alors, un exemple de valeur que vous avez en portefeuille qui illustre bien votre... Si on regarde une société dans le secteur de la santé, donc c'est Sonova, qui produit et commercialise des appareils auditifs. Sonova est très engagé à la fois sur l'environnement et sur le social. Quand on regarde le social, et pour nous ça c'est quelque chose d'important, notamment dans le secteur de la santé, on regarde de près des critères liés à l'agressivité commerciale ou à la sécurité du produit ou des médicaments. Quand on regarde pour Sonova l'agressivité commerciale, il n'y en a pas. C'est simple, quand vous achetez un appareil auditif, Sonova vous donne la possibilité pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, de ramener l'appareil s'il ne vous convient pas et d'être totalement remboursé. Exactement. Donc ça, en termes d'agressivité commerciale, ça fait partie des bons acteurs. Et après, en termes de sécurité de produits, historiquement, chez Sonova, ça s'est toujours très très bien passé. Il y a eu quelques rappels historiques de produits, mais sans aucune cause dramatique pour la clientèle. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Non, là, vous pensez à un constructeur automobile qui fait des diesels. Alors ça, c'est un exemple de valeur qui passe vos filtres ISR, que vous mettez en portefeuille. Un contre-exemple, quelque chose dont vous dites, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas pour nous. Alors, dans l'approche de ISR, de General Investment, il faut savoir qu'on a une approche très très stricte, et certainement une des plus strictes sur le marché. On va venir exclure de nos investissements quasiment la moitié des acteurs pour chacun des secteurs économiques qu'on a dénombrés au niveau européen. Et si on regarde encore une fois le secteur de la santé, on sait qu'on a des acteurs qui sont en termes de pratique, qui franchissent la ligne jaune.
Et on a tous en tête des exemples récents avec Bayer qui a racheté Monsanto il y a quelques semaines. Et là, voilà, un groupe comme ça qui est impliqué sur des scandales à échelle importante, pour nous, forcément, c'est un dossier qui ne peut pas franchir notre filtre ISR. Oui. Avec Monsanto, c'est vrai qu'on met la main sur de nombreuses polémiques, voire sujets de dissension. Les caractéristiques de ce fonds Aging Population, c'est vieillissement de la population, c'est ISR, et vous disiez à un moment, on est des stock pickers. Ouais. Oui, parce que concrètement. En effet, au-delà de ce qu'on appelle ce méga-train, cette tendance structurellement porteuse du vieillissement de la population et de l'ISR. On n'achète pas tout. Pour nous, voilà, exactement. Là où on fait la différence, là où on peut faire la différence, c'est vraiment dans les convictions qu'on peut avoir sur les dossiers dans lesquels on investit. Et chez General Investment, on a un focus très particulier sur la génération de trésorerie des entreprises. C'est-à-dire qu'avant d'investir dans une entreprise, bien évidemment, on va rencontrer le management. Pour nous, c'est quelque chose de capital. Et on va regarder précisément ce que va être la dynamique d'activité du groupe, sa dynamique de résultats et surtout sa dynamique de gestion de trésorerie. Parce que c'est vrai qu'on a des analystes financiers ou des gérants qui sont plutôt focalisés sur ce que j'appelle moi des ratios comptables, c'est-à-dire des multiples de résultats nets ou des multiples de résultats opérationnels. Nous, ce n'est pas du tout ça. L'important pour nous, c'est la génération de trésorerie et d'être capable de savoir si l'entreprise, sur du court, moyen et long terme, est capable de générer de la trésorerie. Un exemple de valeur que vous avez mis en portefeuille et où le pari s'est révélé gagnant. Par exemple, sur Essilor Luxottica, on a une fusion qui est en train de se faire de deux mastodontes dans l'industrie de l'optique. Si vous prenez d'un côté Essilor, c'est environ 850-900 millions d'euros de ce qu'on appelle dans notre jargon financier le free cash flow, donc cette génération de trésorerie après investissement. Luxottica, c'est à peu près la même chose. Donc, quand on va faire cette fusion, vous avez environ 1,7 milliard, 1,8 milliard de génération de trésorerie chez ces deux groupes-là. Et le groupe nous a annoncé des synergies de coûts, essentiellement pour le moment, qui seront entre 400 et 600 millions d'euros. Donc, même après impôt, vous voyez, vous allez avoir 300-400 millions d'euros de génération de trésorerie supplémentaire par rapport à un groupe combiné qui aujourd'hui va faire environ 1,7 milliard, 1,8 milliard. Donc, ça vient illustrer concrètement ce que je disais tout à l'heure sur la dynamique de free cash flow. Et Essilor, c'est une valeur que vous avez en portefeuille. C'est une valeur qu'on a en portefeuille, tout à fait. Il est encore temps de rentrer sur la valeur ? Nous, le travail qu'on fait de valorisation intrinsèque de l'entreprise, basé justement sur ces attentes de free cash flow et de génération de trésorerie, nous laisse un potentiel encore significatif par rapport au corps actuel, même si c'est une histoire qui a plutôt bien marché sur les dernières années. Pour nous, l'histoire n'est pas terminée. Est-ce qu'on peut parler de performance ? Est-ce que cette gestion thématique qui s'intéresse au vieillissement de la population, avec une approche de stock picker et un filtre ISR, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça a plutôt bien fonctionné. Comme je disais, le fonds a été lancé il y a 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Si on fait le point sur la période à fin septembre, on a une performance de plus 25% sur ce fonds, là où la moyenne du marché, ou en tout cas si on regarde des indicateurs comme le MSCI Europe, on est plutôt sur du plus 15%. Donc c'est quand même 10 points de surperformance. Donc il y a une surperformance. Sachant que dans le même temps, notamment quand on regarde le secteur de la santé, qui est quand même bien représenté dans le fonds, c'est un secteur qui a affiché une performance quasiment nulle. C'est vrai que c'est un secteur qui a été très attaqué en 2016-2017 à la base sur les propos d'Hillary Clinton sur les prix des médicaments aux États-Unis, puis par Donald Trump qui voulait remettre à plat l'Obamacare et mettre une pression supplémentaire sur les prix. Et in fine, malgré un contexte qui n'est pas du tout porteur sur ce secteur-là, grâce justement à cette approche liée à la thématique du vieillissement de la population, liée également à l'ISR et à notre stock picking, on a réussi à afficher une performance honorable. Et notamment si on regarde ce pilier santé, on est sur une performance qui est aux alentours de 20 à 25%, là où le secteur est quasiment à zéro. Alors vous nous disiez tout à l'heure privilégier des histoires de croissance. Souvent les valeurs de croissance tendent à être un petit peu plus volatiles que la moyenne du marché. Est-ce que ça se répercute? Est-ce que ça se ressent sur votre fonds? Non, historiquement, les valeurs de croissance sont plutôt, quand on parle de vraie histoire de croissance, là on ne parle pas de valeurs cycliques, on est vraiment sur des sociétés qui, je dirais, quel que soit l'environnement économique, sont capables de générer de la croissance liée au vieillissement de la population. On est du coup sur une tendance qui est beaucoup moins volatile que le reste du marché. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur de la banque, on n'est pas sur de l'énergie, qui sont par définition des secteurs très très volatiles. Donc historiquement, sur ce fonds-là, on a une volatilité qui est nettement en deçà de celle des indices. Encore une fois, quand on regarde des indices généraux sur l'Europe comme le MSCI Europe. Par contre, bien évidemment, avoir en tête qu'on est investi sur des valeurs de croissance. Donc c'est ce que je dis d'ailleurs aux investisseurs, à mes clients. Si vous pensez que demain, les grands gagnants sur les marchés, ce sont les banques ou c'est l'énergie, ce n'est pas le fonds qui convient. Là, on est beaucoup plus dans une optique de moyen-long terme d'investissement. Donc on est vraiment sur un positionnement de valeurs de croissance.
Allez, Olivier Cassé, une dernière question. Ce fonds, dans un portefeuille, il joue quel rôle? C'est de la diversification? On ne peut pas dire que ce soit cœur de portefeuille? Oui. En fait, c'est une très bonne question parce que je pense que nos clients se posent également cette question et les retours qu'on a, ils sont assez différents. C'est-à-dire que vous avez une clientèle qui va chercher à travers cette thématique du vieillissement une diversification, notamment la clientèle institutionnelle ne va pas mettre 100% en effet de ses œufs dans le même panier, comme on dit, et donc va jouer et va investir sur cette thématique de façon à diversifier d'autres actifs en portefeuille. Et puis, vous avez une partie d'investisseurs particuliers qui vont avoir tendance à mettre, à mon avis, une partie un petit peu plus importante parce que, notamment par rapport aux différentes crises qu'on a connues sur les marchés financiers depuis 15 ou 20 ans, ces gens-là n'ont plus confiance dans des indices classiques comme le CAC 40 ou les indices européens et donc sont davantage allés chercher des thématiques de croissance de moyen long terme qui sont, comme on disait à l'instant, moins volatiles et en tout cas, quand on regarde les derniers mois et les dernières années, peuvent générer de la surperformance. Ça répond à ma question, merci. Olivier, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. À vous aussi, merci. Hervé, merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau pour ce débat d'idées sur le thème du vieillissement de la population. Merci pour votre invitation. Merci à vous. À bientôt.